Merci de suivre les programmes de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, le grand journal. Georges Dekeyo. À la une, la mutinerie de Rebeuss et les résultats de l'autopsie du corps de Ibrahima Mbow. L'expertise médicale est-elle suffisante pour prendre des sanctions? Et il s'agit juste d'une phase de l'enquête qui peut prendre du temps au besoin. La trouvaille du Centre national d'état civil pour juguler le problème des pièces d'état civil dans le monde de l'éducation. Moderniser et équiper les centres d'état civil, former aussi les élus locaux et ça donne des résultats. Le tourisme en question, secteur claudiquant au moment où l'on célèbre la journée mondiale du tourisme. Bakel exige une thérapie de choc. Bonjour Ismaïla Kamara. Bonjour Georges Dekeyo. Les États-Unis et le Gabon au menu de la page internationale. Gabon, investiture ce matin du président Ali Bongo pour un deuxième mandat. Peu de présidents ont fait le déplacement à Libreville. Des absences de taille, celles des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. 1h30 pour convaincre. Hillary Clinton, la candidate démocrate, est sortie vainqueur de son premier duel télévisé avec le républicain Donald Trump selon la presse américaine. Et puis, destruction de mausolée protégé à Tombouctou. Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, jugé coupable par la CPI. Ce djihadiste malien écope de 9 ans de prison. Les sports, ce sera avec vous, Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Georges Dekeyo, et bonjour à tous. Les titres. Des hôtes de marque au Sénégal, il s'agit de champion olympique, il s'agit de l'Ivoirien Issoufou Alfaga, Cheikh Cissé l'Ivoirien et Issoufou Alfaga du Niger. Ils sont attendus cet après-midi à Dakar, ils sont les hôtes de marque, toute une cérémonie autour donc de cette visite. Nous allons parler aussi football avec la Ligue des Champions. C'est l'entame de la deuxième journée, Dortmund-Real Madrid. L'analyse du doyen Abdoulaye Diaw dans ce journal. Nous allons aussi nous intéresser à l'équipe de la Sénéor de Diourbel qui a rejoint le purgatoire mais qui se fixe comme objectif de remonter en Ligue 1. Ce sont là les propos de son nouvel entraîneur. Les promesses et propositions du ministre de l'Éducation nationale peuvent-elles concourir à une année scolaire sans perturbation? Les rencontres mensuelles et l'institution d'un grand prix du président de la République pour enseignants. À suivre, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et la chronique de Pape Samba Kane. Mamoudou Vincent Diop assure la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. Georges Dekeyo. L'enquête sur la mutinerie de Rebeuss, premier élément. Les résultats de l'autopsie du corps du détenu mort révèlent que Ibrahima Mbow a été tué par balle. Mais cette expertise médicale peut-elle à elle seule livrer les secrets de la révolte de mardi dernier au pénitencier de Rebeuss? Pas si sûr, car beaucoup reste à élucider. Mohamed Ali Mouba. L'enquête ordonnée par le procureur de la République est confiée à la DIC. La division des investigations criminelles va s'atteler tout d'abord à identifier le ou les auteurs des tirs mortels et les circonstances dans lesquelles le jeune Ibrahima Fall a trouvé la mort. Pour déterminer à qui sont imputables ces tirs, les enquêteurs peuvent se baser sur des témoignages, dénonciations de l'agent ou des agents auteurs du tir mortel, étant entendu que ce jour-là, des corps autres que ceux de l'administration pénitentiaire ont participé à la répression de la mutinerie. Mais au cas où il n'y a pas de dénonciation, les enquêteurs vont devoir pousser les investigations, examen balistique par exemple, pour déterminer la nature de l'arme fatale. Conséquemment, le ou les meurtriers, comme ce fut dans l'affaire Bassirou Faye. L'enquête devrait chercher à connaître aussi ceux qui sont à l'origine des traces de sévices corporels trouvés sur le corps de la victime, comme le montre l'autopsie du médecin légiste. Une fois les conclusions entre les mains de Serigne Bassirou Gueye, le procureur de la République, il va se déterminer. 3 choses s'offrent à lui. Il peut classer sans suite le dossier s'il estime qu'il n'y a pas matière à poursuivre. Il peut saisir un juge d'instruction pour approfondir l'enquête ou renvoyer le dossier devant un tribunal s'il estime que les choses sont assez claires. Mais dans le cadre d'un crime, il est obligé de confier le dossier à un juge d'instruction. En tous les cas, Alimou, il ne faut pas danser plus vite que la musique. C'est l'avis du président du Comité national des droits de l'homme à propos des sanctions attendues. Selon lui, on en est juste à une phase d'enquête à l'issue de laquelle les autorités, le procureur en particulier, vont prendre les mesures qui s'imposent. Maître Papsen. Nous estimons qu'il s'agit d'une enquête judiciaire
Et je pense que quand il y a une enquête judiciaire, nous devons tous faire confiance à nos autorités qui ont en charge de ce dossier, c'est-à-dire la division des investigations criminelles, parce qu'en réalité, la finalité de l'enquête, c'est de pouvoir édifier et les autorités étatiques, mais également le peuple sénégalais sur ce qui s'est réellement passé. Et c'est ce qui nous permettra demain de pouvoir prendre des mesures préventives, mais également de pouvoir apporter des correctifs par rapport à un certain nombre de problèmes qui étaient à l'origine donc de cette mutinerie. Et on salue aujourd'hui cette initiative des autorités à ouvrir cette enquête qui avance, et nous espérons que l'enquête ira jusqu'au bout pour pouvoir édifier et les autorités et le peuple sénégalais sur ce qui s'est réellement passé. Vous savez, l'autopsie est une phase. Une enquête, c'est un tout. Il y a l'autopsie, mais il y a les auditions, il y a la reconstitution des faits. Je pense qu'il y a un ensemble quand même d'actes seront posés par les officiers enquêteurs. Il ne faudrait pas simplement qu'on se limite au résultat de l'autopsie pour tirer des conclusions. Attendons la fin et la clôture de l'enquête. Et là, à partir de la clôture de l'enquête, il appartiendra au maître des poursuites, qui se trouve être le procureur de la République, de pouvoir donner une orientation par rapport à la suite qui sera donnée. Mais je pense qu'à l'étape actuelle, à l'heure où nous sommes, il est prématuré quand même de parler de sanctions, il est prématuré de parler de culpabilité ou d'innocence. Je pense que nous sommes dans la phase initiale de l'enquête. Attendons, laissons le temps à l'enquête pour que l'ensemble des actes qui doivent être posés par les enquêteurs puissent être faits, afin que donc qu'on puisse donner une suite par rapport à tout cela. L'actualité judiciaire, toujours réinstallation de la cour d'appel de Ziguinchor. Cérémonie prévue jeudi prochain à partir de 9h. Ce sera sous la présidence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. La problématique des pièces d'état civil dans le secteur de l'éducation, de 50 000, le nombre d'élèves sans pièces d'état civil est passé en 2016 à environ 30 000. C'est ce qu'a fait savoir la directrice du Centre national d'état civil. Selon Die Mandiaï Ba, des efforts sont en train d'être faits pour mettre fin au phénomène modernisation, équipement des centres d'état civil et formation des agents. D'ailleurs, à Kaolack, 100 agents élus sont en train d'être formés. 700 le seront sur le plan national. La directrice du Centre national d'état civil, Die Mandiaï Ba, au micro de Ibrahima Diamé. L'objectif principal de cette formation est d'abord, comme son nom l'indique, de renforcer les capacités des acteurs de l'état civil. C'est de permettre à ces nouveaux élus et nouveaux agents d'avoir les outils nécessaires pour assurer une bonne tenue de l'état civil. C'est également de leur faire prendre connaissance de l'importance de l'état civil et de leur rôle en tant qu'acteurs principaux. On a eu beaucoup d'avancées au niveau de l'état civil parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est la première fois qu'on a pu avoir un budget d'environ 120 millions de francs CFA pour assurer la formation initiale du personnel. 60 centres sont en train d'être informatisés. Ils ont tous reçu le câblage réseau. On a installé le matériel. Les agents ont été formés. 300 agents des centres d'état civil informatisés ont été formés à l'outil informatique, mais également à l'utilisation du logiciel ERA qui sera déployé. La direction des examens et concours nous a communiqué un chiffre national de 30 000 élèves qui n'ont pas d'acte d'état civil. C'est un chiffre qui date du mois de mai 2016 et qui a peut-être évolué parce que depuis lors, il y a eu des audiences foraines qui ont été organisées sur l'ensemble du territoire. À Goudomp, dans la région de Sédhiou, le taux d'échec préoccupe les autorités académiques. Elles se sont fixées d'ailleurs un taux de réussite de 50% cette année dans les établissements scolaires du département. La stratégie adoptée en collaboration avec les autorités administratives, éviter les pertes de temps pour atteindre le quantum horaire. Compte rendu d'un CDD sur la question, notre correspondant à Sédhiou, Max Euclide Kanfani. D'abord, un regard sur le rétroviseur pour en quelque sorte tirer un bilan exhaustif des différents résultats observés dans ce département de la région de Sédhiou. Une rétrospective initiée par l'IF de Goudomp Moussa Diatta. 2013-2014, personne ne l'oubliera ici à Goudomp. Vous avez vu, on était tombé à 8% dernier au niveau national. Et nous sommes allés en 2015 à 22%. Et Dieu merci encore, cette année nous sommes allés à 35 à peu près %. C'est dire, comme on le dit souvent, quand il y a le malheur, il faut le partager. Quand il y a le bonheur, il faut le dire. C'est vrai, en pourcentage, toujours, c'est une lecture double. Quand on dit 34 ou 35%, c'est que quelque part 60 et quelques % sont restés en rade. Des résultats améliorés d'année en année, mais loin encore des objectifs que se sont fixés l'ensemble des acteurs éducatifs et autorités de la localité, à la limite même insuffisants. Et pour maintenir le cap et réduire considérablement les taux d'échec, les autorités académiques comptent mettre les bouchées doubles et éviter surtout les pertes de temps. L'un
l'un des facteurs bloquants à Goudomp. C'est pourquoi nous disons, pour l'année prochaine encore, on va se fixer d'autres objectifs, ne serait-ce que pour aller vers les 50%. Cette année, nous préparons la rentrée de manière particulière, spéciale, spécifique à la limite. L'État avait constaté que parmi les mots qui gangrènent notre système, il faut retenir la perte de temps, ce qu'on appelle le quantum horaire. Donc on voudrait cette année à ce que tout le monde soit là le 3, les enseignants, mais on demande aussi que tous les enfants soient là le 5 pour que la rentrée soit effective. Ainsi, les autorités académiques, administratives et locales ayant pris part à cette rencontre ont affiché leur détermination à faire du concept Ubitei Djangetei une réalité dans cette localité. Mission difficile mais pas impossible selon l'IF. Max Euclid Kamfani à Goudomp pour la RFM. À midi 11 minutes, le tourisme à l'honneur aujourd'hui. Ce 27 septembre, l'on célèbre la journée mondiale du tourisme, cérémonie officielle depuis ce matin à la place du souvenir. Le thème de la manifestation, promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Quel défi pour le Sénégal. À Bakel, le tourisme est agonisant malgré les potentialités dans la zone. Aucune infrastructure hôtelière dans le département. Le président du conseil départemental souhaite que la journée serve de déclic. Dembaka au micro de Moussa Oumargué. Nous accueillons cette journée-là très favorablement et nous pensons que c'est une journée qui va nous servir de visiter ça et également de faire le plaidoyer. Quelle stratégie pour la promotion du tourisme à partir des atouts et des potentialités et qui ferait peut-être de l'originalité à la journée. Et on est en train aussi de faire la promotion de l'hôtellerie. Les aérodromes, il faut les aménager. Il faut aussi faire cette promotion du transport. Le fort Faidherbe qui abrite l'actuelle préfecture. Il y a le pavillon René Caillé. Les cimetières français, des tours, et encore les vestiges sont là. D'autres ont connu une réhabilitation. Département au-delà de Bakel, en ruine, il y a complètement de trucs. Le fort Saint-Pierre, sur le debout. Côté de Kenyeba, encore des traces de tombes d'ingénieurs français. Dans la commune de Bélé, réserve importante, la dépression Faboli. Il y a des campements également touristiques. Il y a la réserve du Bundu, beaucoup de campements de chasse. La tombe de Maliksi, qui est un fondateur du royaume du Bundu, qui est à Ouro Himadou. Là où a séjourné El Hadj Omar à Bakel, sur la montagne, il y a des ziyaras annuels. Un site important de Koungani, c'est là où Galiani a connu sa défaite face à Mamadou Lamine Dramé. Voyons maintenant comment les artisans du village artisanal de Soumbédioune vivent la crise dans le secteur du tourisme. Beaucoup de difficultés, presque pas de visiteurs sur les lieux. Le reportage de Maïmouna Sek. C'est le calme au village artisanal de Soumbédioune. Les vendeurs ont vu leur chiffre d'affaires baisser depuis la création du tunnel. Selon Alimbao, un artisan qui a fait 15 ans dans le métier. Plutôt de la vie, la crise internationale. En deuxième lieu, il y a les attentats, les touristes. Les touristes craignent leur vie en venant en Afrique. C'est pourquoi cette saison, il n'y a pas de touristes. Cette année, ça allait mieux peut-être un peu, mais les autres années, ça ne marchait pas. Il y a ensuite une politique de tourisme. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas de publicité pour montrer que le village existe toujours. Depuis qu'on a installé le tunnel ici, sur la corniche, les clients, quand ils entrent dans le tunnel, ils sortent vers les cimetières. Ils ne voient pas le village. Les artisans aimeraient participer à des foires internationales pour une bonne visibilité de leurs produits, selon Aliou Kanté, sculpteur au village artisanal. Pour avoir aussi des formations, aussi pour pouvoir amener nos produits à l'étranger, c'est tout. Ça aussi, c'est très important d'avoir aussi des fonds pour les artisans. Il faut aussi des fonds. Ce qui fait mal aux artisans est qu'ils n'ont jamais vu leur ministre du tutelle. Mais je ne le connais pas, je ne l'ai même pas vu ici. Les ministres de l'artisanat, par exemple, ils ne viennent jamais ici au village. Depuis leur installation, ils ne viennent jamais au village. Les ministres de tutelle, on ne le voit pas, on ne voit personne. Il n'y a pas de publicité pour montrer que le village existe toujours. À l'entrée comme à la sortie, un seul visiteur, ce qui démontre la précarité que vivent ces artisans au village artisanal de Soumbédioune. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Georges Diop. À partir de décembre 2017, l'Afrique va signer l'accord sur le libre commerce des marchandises. Le Sénégal va ainsi bénéficier du milliard de consommateurs répartis dans les 54 pays du continent. Mais en attendant, il faut relever le défi d'une loi commune sur les tarifs douaniers et avoir un secteur privé compétitif. À ce propos, Aminata Diatta, directrice du commerce extérieur, au micro de Mantouré.
On a des négociations qui sont lancées depuis 2015 en vue de la mise en place d'une zone de libre-échange continentale, c'est-à-dire une zone qui unisse les 54 pays de l'Afrique et où les pays peuvent commercer en libéralisant, en éliminant plus de l'essentiel des tarifs douaniers sur leurs échanges. Donc, pour le cas, par exemple, du pays de la CEDEAO, actuellement, c'est le TEC CEDEAO. Donc, le Sénégal ne peut pas proposer quelque chose qui soit en deçà ou au-delà du TEC CEDEAO. Maintenant, l'intérêt avec cette zone de libre-échange continentale, c'est que déjà, c'est au niveau africain. Au niveau africain, nous avons à peu près les mêmes exigences. Ce qui fait que les entreprises ont moins de difficultés quand ils exportent sur le continent africain que sur les autres continents, notamment les continents développés. Le nombre de consommateurs qu'on peut viser, mais je crois qu'on va se rapprocher d'au moins le milliard d'ici quelques années. Et donc, c'est toujours un potentiel. Les enquêtes ont révélé que 14% des coûts commerciaux sont générés par ces tracasseries, ces difficultés d'export. Donc, quand vous regardez 14% de plus, alors qu'on sait qu'à chaque fois, quand les coûts commerciaux augmentent d'1%, par exemple, les échanges baissent de plus de 10%. Donc, il est extrêmement important de remédier, de trouver une solution, en tout cas, à ces difficultés. RFM. L'actualité internationale. À midi 16 minutes, nous accueillons Ismaïla Kamara. Bienvenue Ismaïla. Bienvenue Georges Déthié. Alors la Cour pénale internationale condamne Ahmed Al-Faki Al-Mahdi à 9 ans de prison. La sentence est tombée ce matin. Selon la Cour pénale internationale, le djihadiste malien est coupable de la destruction de 9 mausolées de Tombouctou, la ville aux 333 saints. Il est aussi reconnu coupable d'avoir détruit la porte de la mosquée Sidi Yahya. Tous ces monuments sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Les faits remontent au mois de juin et juillet 2012. Pour rappel, Ahmed Al-Faki Al-Mahdi avait plaidé coupable au début de son procès. Toutefois, il dit avoir des regrets quant à son geste, Georges. Alors, au Gabon, Ali Bongo prend service ou reprend service. En tous les cas, Ali Bongo prête serment ce matin. Quelques pays africains sont représentés à la cérémonie d'investiture d'Ali Bongo. C'est le cas du Maroc, du Tchad, du Sénégal, du Rwanda et du Congo. Ce qu'on peut noter, c'est l'absence donc des représentants de l'Union européenne. Il y a aucun représentant, donc aucun chef d'État ni de président de l'Union européenne à cette prestation de serment. Georges Déthié. Cérémonie qui se déroule au palais de la République, donc à Libreville. Présidentielle américaine, Ismaïla, la campagne électorale bat son plein. Le premier duel télévisé, c'était hier lundi. Il a opposé la candidate démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. Un moment très attendu dans la course à la Maison-Blanche. Un débat de très haute facture qui donne une idée sur la suite de la campagne. De Washington, Baba Edara. Les Américains ont suivi hier les deux prétendants à la Maison-Blanche dans un débat musclé. Il s'agissait de Hillary Clinton et Donald Trump. D'emblée, les deux candidats se sont écharpés concernant les inégalités ici au pays de l'oncle Sam. Pour les républicains, les Américains ne cessent de perdre leurs bons emplois à cause des Mexicains et des immigrants en général. Et ils comptent régler ce problème dès les premières heures de sa présence à la Maison-Blanche. La démocrate de rétorquer avec calme que le républicain vit dans un monde à part. Et pour Hillary Clinton, le code de la bombe atomique ne doit surtout pas être entre les doigts d'un homme aussi instable. Le débat d'hier organisé près de New York a été celui d'une opposition de style. Donald, un débatteur naturel, qui a des dons qui échappent parfois à des politiciens traditionnels et provocateurs de surcroît, avait en face de lui Hillary Clinton, qui, déjà son nom de famille est une marque déposée dans le cercle politique de Washington. Très posée, l'ex-sénatrice d'État qui a participé à plus de 30 débats politiques depuis 2000 maîtrise ses dossiers et semblait être mieux préparée que son rival du jour. Baba Idara, Washington, pour la radio Futur Média.
Baba Aïdara. Que disent, Ismaïla, les instituts de sondage et la presse américaine au sortir de ce débat télévisé? La presse américaine est formelle. Selon elle, la démocrate Hillary Clinton a ravi la vedette à son concurrent républicain Donald Trump. Le directeur du WARC a parcouru la presse américaine pour nous, professeur Ousmane Sen. Dans son ensemble, la presse a déclaré Hillary Clinton comme celle qui a remporté véritablement le débat, parce que au moins il y a 62% des sondés qui ont estimé que Hillary Clinton s'était mieux comportée que Donald Trump, qui serait autour de 27%. Voilà, donc c'est un peu le jugement que donne la presse et que donnent les observateurs. Ces débats-là, avant le 8 novembre, sont extrêmement importants, en particulier le premier. Mais Ismaïla, cette avance d'Hillary Clinton peut-elle avoir une incidence sur la suite de l'élection? Pour Ousmane Sen, spécialiste des questions américaines, répond par l'affirmative. D'après lui, le premier débat est primordial pour le candidat sorti victorieux. Nous l'écoutons. Il est admis que le premier débat dans une présidentielle américaine est un élément extrêmement important qui peut résolument et définitivement propulser le candidat qui l'a emporté vers véritablement une élection certaine. On a des cas, Ronald Reagan avait emporté son premier débat et avait été élu. John Fitzgerald Kennedy aussi, ça c'était le début des débats, avait remporté et été élu. De la même façon, Al Gore n'avait pas tellement bien fonctionné, ainsi que quelqu'un comme Michael Dukakis, et puis ils n'ont pas été élus. Mais de l'autre côté aussi, on peut dire que le premier débat de Barack Obama n'a pas été une grande performance, mais malgré tout, il a remporté l'élection américaine. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que quand vous remportez le premier débat, vous avez plus de chances de vous en sortir que votre concurrent. Ousmane Sen, directeur du WARC, spécialiste des questions américaines. Ismaïla, c'est tout? C'est tout, Georges. Merci, Ismaïla. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue, nous irons dans les établissements scolaires. Les promesses et propositions du ministre de l'Éducation peuvent-elles concourir à une année scolaire sans perturbation? Des rencontres mensuelles et l'institution d'un grand prix du président de la République pour enseignants. On en parle vers 12h35. RFM Sport. Il est là, cher Tidiane. Oui, bonjour Georges. Ça se passe bien? Très bien. Alors très en forme. Alhamdulillah. Et l'on démarre cette page des sports par du football, la Sonacos qui sonne la révolte. Ah oui, à peine relégué, le club de foot de la Sonacos veut retrouver aussitôt la Ligue 1. Les Djourbellois ne comptent pas ainsi s'éterniser au purgatoire. Et ça, le nouvel entraîneur de l'équipe Fagnon de la capitale du Baol le sait. Son nom, Salif Diallo, il est interrogé par Babacar Diouf. Je pense que les objectifs sont clairs et nets. Faire remonter l'équipe le plus rapidement possible en produisant du jeu. Il y a des choses à renforcer vu que ce n'est plus l'équipe de l'année dernière. Je pense que toute la colonne vertébrale de l'équipe est partie. Donc c'est une équipe en reconstruction, en même temps faire des résultats. Certes, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. On espère y arriver, Inch'Allah. Je pense que les moyens, peut-être moyens matériels sont mis à ma disposition, mais je pense que sur le plan matériel, moyen humain, ça reste des choses à faire parce qu'on est sur le recrutement. On doit faire venir des joueurs confirmés vraiment pour pouvoir entamer la saison d'une manière très très forte. Donc sur le plan des moyens humains, ça reste à faire. C'est pourquoi je suis là. Non, une année renouvelable. Soit ça passe ou ça casse. Nous, entraîneurs, on est habitués à ça. Du foot, toujours du football en Europe. Ce soir, rendez-vous avec la LDC, ça veut dire la Ligue des Champions. Voilà, ce sera à partir de 18h45 GMT, donc au début de la deuxième journée, Georges. En attraction, Dortmund, Real Madrid pour le contrôle de la tête du groupe F. AS Monaco avec une belle entame accueille les Allemands du Bayer Leverkusen. Lyon en danger chez l'FC Séville. La Juventus de Turin est en Croatie face au Dynamo Zagreb. Alors, nous allons nous attarder sur cette rencontre tant attendue qui cristallise les attentions. C'est celle opposant, je vous le disais tout à l'heure, Dortmund au Real
Madrid, équipe championne en titre. Léger favori pour le club merengue qui devra aussi faire face à des Allemands capables de créer la surprise. Ce sont là les avis du doyen Abdoulaye Diaw, chroniqueur à la Radio Futur Média. Il y a surtout que ce match-là est arrivé un peu tôt, et pour Dortmund et pour le Real Madrid. C'est un match qui n'aurait pas déparé une finale de Ligue des Champions. Les équipes à ce niveau se sont déjà illustrées. Nous sommes en début de saison en Europe. Toutes les deux équipes pour le moment sont en gestation, surtout le Real Madrid qui ne va peut-être pas très bien et qui se doit très rapidement de se reconcentrer. Il y a que nous sommes dans une poule de qualification pour parler de Dortmund et du Real Madrid. Évidemment, les Allemands, on a fini de le rappeler, sont de formidables compétiteurs. Ils ont des hommes clés en attaque avec lesquels ils savent pouvoir compter. J'ai lisé dans les journaux de ce matin les propos aigris. C'est une interprétation peut-être que Cristiano Ronaldo a eue à l'endroit de Zidane, qui l'a protégé autrement en le faisant sortir l'autre jour à Las Palmas, et ceci à 17 minutes de la fin. Alors ce sont de petits détails qui peuvent déteindre sur le match. Alors l'un dans l'autre, ce sont deux grandes équipes qui sont en championnat. Chacune d'elles ambitionne de prendre le meilleur capital à domicile. Alors aujourd'hui, c'est Dortmund qui est en position de pouvoir prendre le meilleur capital à domicile, surtout que le Real Madrid n'est pas une équipe éminemment défensive. Les paris restent vraiment sur la ligne médiane. Tout reste possible, surtout que le Real est dans une position qu'il adore. Et cela, cher, au moment où l'on prête à Cristiano Ronaldo des propos discourtois à l'endroit de son entraîneur Zidane. Justement, Zinedine Zidane qui a donc repris à la volée donc ces propos de Cristiano Ronaldo pour un tout petit peu calmer l'atmosphère. À son avis, il n'y a rien de grave entre lui et Cristiano Ronaldo. Et je pense que c'est aussi l'instinct de gagneur de Cristiano Ronaldo qui a poussé donc à avoir ce type de comportement. Mais l'un dans l'autre, ce sont tous de vrais champions qui certainement vont dépasser, disons, cette petite crise. À suivre en tous les cas. Des autres de marque chère attendus à Dakar cet après-midi. Issoufou Alphaga du Niger et Cher Cissé Salah de la Côte d'Ivoire attendus dans l'après-midi à partir de 15h à Dakar. Les médaillés olympiques de Rio, nigériens et ivoiriens, à leur arrivée à l'aéroport vont faire une déclaration commune avant de rencontrer leurs ambassadeurs respectifs. Selon le capitaine de l'équipe nationale de taekwondo balayé, Issoufou Alphaga et Cher Cissé Salah seront reçus demain par le ministre des Sports, mais aussi par le comité national olympique et éventuellement par le président de la République, Macky Sall. Nous y reviendrons, Georges. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 27 septembre 2016. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, les résultats de l'autopsie sur la mort d'Ibrahima Fall. En effet, constate l'Observateur, l'autopsie ordonnée par le procureur de la République a été pratiquée hier, lundi, sur le corps d'Ibrahima, du nom de ce jeune détenu tué à Rebeuss il y a une semaine au cours de la mutinerie qui a eu cours à la prison. L'Observateur note que Dr Ibou Thiam de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar n'a pas perdu de temps pour livrer ses conclusions. Il s'agit de plaies pénétrantes thoraciques et crâniennes avec perforation pulmonaire droite, des lésions cérébrales et hémorragie de grande abondance à la suite de coups et blessures par arme à feu. En termes plus accessibles, note toujours le confrère, le jeune détenu de 33 ans a été tué par une arme à feu, relève toujours le journal. Le jeune détenu de 33 ans a été tué par une arme à feu à bout portant. Il a reçu la balle fatale à la tête, une conclusion qui accuse directement les gardes pénitentiaires qui étaient, de sources concordantes, relève toujours le journal, les seuls à détenir des armes là-bas. Hier, à la fin de l'autopsie, relève pour sa part Walfatri, le comportement des éléments de la police scientifique déployés à l'hôpital en disait long sur la nature des blessures infligées à la victime. Durant toute la journée d'hier, la famille d'Ibrahima Fall, qui a effectué le déplacement à l'hôpital dès les premières heures de la matinée, n'a pas pu accéder à la morgue. Impossible dans ces circonstances de voir le corps sans vie de leur fils. La famille de la victime, par la voix de son porte-parole, dénonce le mutisme des autorités qui n'ont pas effectué le déplacement pour présenter les condoléances du gouvernement. Elle s'offusque de la tentative d'étouffer cette affaire par la remise d'une enveloppe de 200 000 francs CFA à un oncle du défunt qui, selon le porte-parole de la famille, n'a pas été mandaté pour. Maintenant que les résultats de l'autopsie sont connus, la famille de la victime peut espérer récupérer le corps pour inhumation, souligne de
son côté enquête, mais déjà énonce le témoin, la famille d'Ibrahima Fall va porter plainte. Un pool d'avocats a été déjà contacté, un pool d'avocats dont des défenseurs des droits de l'homme, et incessamment une plainte contre l'État du Sénégal va être déposée. Pour l'observateur, il reste à savoir si l'agent qui a appuyé sur la gâchette a agi par légitime défense ou dans des conditions où la loi lui permettait d'user de son arme. L'enquête en cours, rappelle le journal, s'attellera à situer les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire. En attendant, retour avec Walfadri sur les lieux du crime, minute des affrontements entre gardes et détenus. Le président de l'association pour la réinsertion sociale des détenus, Ibrahima Sall alias Yves, détaille les événements ayant conduit à la mort d'Ibrahima Fall. Il assure par ailleurs que Lazare Yamakoun, Abdouad et Pape Matar, tous des détenus, sont toujours introuvables. Plusieurs détenus ne sont pas signalés. À ce jour, 9 d'entre eux sont internés dans les hôpitaux. Au banc des accusés, 4 gardes pénitentiaires. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs des tirs mortels. Affaire Karim Wade, le fils de l'ancien président, remporte le round de Paris. Karim le gagne contre l'État du Sénégal. La justice française a refusé de faire saisir les biens de Karim et de Bibo Bourgi. Les avocats de Wade fils parlent d'une victoire du droit d'enquête. Dessus, les conseils de l'État évoquent la possibilité d'un recours. Maître Moussa Félix Sow, un des avocats de l'État du Sénégal, dénonce le refus de la France d'appliquer la convention de Mérida sur l'enrichissement illicite, convention des Nations Unies qui lutte contre la corruption. Convention que la France a adoptée. C'est dit, relève le populaire, que le juge parisien a refusé de dépouiller ses concitoyens Karim et Bibo, qui ont tous la nationalité française. L'État encore débouté semble jubiler le témoin. Karim terrasse l'État à Paris, renchérit la Tribune. À Paris, déboute Dakar, souligne de son côté Sud Quotidien. Nous restons avec ce journal pour parler du 14e anniversaire du naufrage le Yola. 14 ans après, le laxisme des Sénégalais continue de plus belle. Conclusion du confrère, la leçon n'est pas retenue, leçon non sue. Et puis Manuel Valls, les secrets d'une visite, titre en une de Direct Info. Selon ce journal, le Premier ministre français a donné 300 milliards de francs CFA pour récolter 500 milliards. Le marché train express régional, SONES, l'affaire Sénac. Sur tous ces dossiers, Valls a eu son mot. Conclusion du journal, les entreprises françaises font la pluie et le beau temps au Sénégal. À chaque fois qu'il y a marché, elles soumissionnent et raflent la mise. Et pourtant, rappelle le journal, elles ne sont pas les moins disantes. Bonne lecture à tous. RFM, la chronique du jour. Les découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal, inquiétant, pas un baril exploité et l'on se crêpe le chignon. Accusation contre accusation, Pape Sambakan s'intéresse au sujet. Il me semble que cette affaire de pétrole et de gaz devrait quand même être un peu dégrossie pour rendre leurs esprits à bien des intervenants sur la question. On dirait qu'ils ont inhalé ces produits, pourtant pas encore sortis de terre, et en ont complètement perdu la tête. Tous les Sénégalais connaissent ce phénomène appelé gaz, consistant pour certaines catégories de jeunes désœuvrés à respirer à fond dans un morceau de tissu imbibé d'essence, sinon de tout autre hydrocarbure ou produit dérivé, pour se shooter. Selon le tempérament des uns et des autres, sous gaz, certains parmi ces jeunes gens sont dans un complet autisme, coupés de la réalité, lunatiques et inoffensifs. D'autres, au contraire, sont hyperactifs, agressifs à l'extrême, violents. Tous ont ceci en commun, qu'ils disent n'importe quoi dès qu'ils ouvrent la bouche, n'entendent et n'écoutent rien d'autre qu'eux-mêmes. On appelle ça le délire. Eh bien, quand l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, prévenait que le pétrole pouvait causer des soucis au pays, il ne pensait certainement pas à une gainerie nationale où tout le monde, ou presque, aurait sniffé du pétrole. Ce qui plongerait tout le pays dans les vapes frapperait en premier les hommes politiques, mais ensuite les journalistes et quelques-uns de ceux et celles qui se sont autodésignés société civile, défenseurs autoproclamés de l'intérêt général. Je ne sais si, à la fin de l'exercice, l'intérêt collectif sera reconnaissable, identifiable par tous et préservé. Cependant, le délire collectif, lui, bien visible, a commencé depuis longtemps et atteint son pic dès la fin de la conférence de prêche. Entendez bien prêche, je veux parler de la déclaration unilatérale du Premier ministre. Du moins, j'espère ardemment qu'on en a atteint le pic, ce délire. Car partir plus loin dans le verbiage incendiaire, la diatribe insultante, la menace et les fanfaronnades, c'est inimaginable.
Je faisais partie des sceptiques au départ sur son utilité quand la conférence déclaration de presse du PM avait été annoncée. Et quand il a eu fini de faire son one-man show, que j'ai suivi en direct à la radio avec distribution à la presse de tous les contrats de prospection pétrolière, j'étais quand même édifié sur 2 ou 3 choses importantes qui me conduisirent à réviser ma position. Il fallait bien la faire, cette affaire. Ça nous a quand même permis de comprendre que la prospection coûtait cher au-dessus des moyens du Sénégal, qu'elle avait quelque chose d'aléatoire et que ces contrats qui l'encadrent sont quasiment des contrats types en cours dans le monde entier. Que, dans ces contrats, il n'y avait rien à cacher. Que tout cela est régi par une loi de 1998. Résumé, c'est à peu près tout, mais ça n'était pas rien. Je ne réviserai pas ma position longtemps. Dès les premières réactions sur les mêmes radios, moins de 5 minutes après l'exercice, j'étais revenu à ma première conviction. La sortie du PM serait une sortie pour rien. Dans un pays où chacun voit midi à sa porte, presque tous ceux l'ayant écouté savaient qu'ils ne changeraient rien à leur position, arrêtés bien avant de l'écouter. Leurs interventions donc eurent l'air d'exercices préparés. L'intervention sur la RFM du représentant du Forum civil, apparemment très au fait des affaires pétrolières d'ailleurs, perdit tout intérêt pour moi quand, prétendant détenir je ne sais quel document explosif sur Petrotim, il dit qu'il ne le publierait pas. Il avait sa stratégie. Nous, on attendra. Et c'est à peu près la même chose chez tous ces gens que la presse a hâtivement élevés au rang de lanceurs d'alerte, dont un certain représentant a franchi les limites de l'acceptable en ne cachant même pas son jeu. Jeu consistant à dire à qui de droit « retenez-moi » ou plutôt « retiens-moi ou je fais un malheur ». Gageons qu'il ne fera aucun malheur. Soit il ne sait rien, il brasse des menaces vaines, soit on le retiendra. Et le grand public, qui ne sait du pétrole rien de rien, restera le dindon de la farce. Non, je ne crois pas. À la fin, c'est lui, le Sénégalais, qui ne se soude pas au pétrole, ni à ses dérivés dont l'argent, qui l'emportera, comme toujours. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. On parle aujourd'hui des propositions et promesses du ministre de l'Éducation nationale, le ministre qui a fait état de rencontres mensuelles et l'institution d'un grand prix du président de la République pour enseigner. Est-ce que tout cela pourra concourir à une année scolaire sans perturbation, une année scolaire apaisée? Avec nous au téléphone, Mohamed Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, est-ce que cela peut contribuer à apaiser le climat dans le monde scolaire? Oui, bon, bien sûr. Je crois que nous avons décidé, nous, acteurs du système éducatif, aussi bien ministère de l'Éducation nationale, parents d'élèves, donc syndicats d'enseignants, société civile, véritablement de changer un peu l'image de l'école. Nous ne pouvons pas continuer à en donner un spectacle. Pour dire que oui, donc à chaque fois, évidemment, que les populations nous suivent, c'est dans le cadre de confrontations liées à des revendications. Alors que dans le système éducatif, il y a de très bons enseignants. Il y a des enseignants qui sont à Fongolémi, dans le Matam, à Sédhiou, un peu partout, qui sont dans des abris provisoires et qui font des résultats. Mais oui, mais comment tout cela peut-il contribuer à apaiser le climat scolaire? D'abord, déconstruire cette image-là, que oui, l'État ne respecte pas l'enseignant. Ça, il faut le déconstruire. Bien non contraire. Ensuite... Ah, on l'a perdu. Mohamed Diagne, directeur de la formation. Mohamed, vous êtes bien là? Oui. Allez-y. Allô, Mohamed? Oui, je vous entends très bien. Justement, je dis, vous pouvez poursuivre. Oui, c'est ça. Justement, donc, une chose est d'organiser des rencontres mensuelles, mais une autre, c'est de respecter ses engagements. Je le dis toujours. L'État respecté. Mohamed, est-ce que vous pouvez vous déplacer parce qu'apparemment vous semblez perdre le réseau, on ne vous entend pas très bien. Si c'est fait, allez-y sur ces rencontres mensuelles. On l'a perdu, on le retrouvera dans un instant. Mohamed Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Avec nous, Saourou Sen, nouveau patron du SAEMS-QSEMS. Bonjour Saourou. Bonjour Georges.
Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres? Est-ce que vous pensez que ces rencontres mensuelles pourront contribuer à apaiser le climat dans le monde scolaire? Oui, Georges, je voudrais d'abord rappeler quand même le contexte dans lequel se tient cet atelier. Quoi qu'on dise, c'est un contexte de non-respect d'abord des accords, notamment sur les passerelles professionnelles qui sont mal appliquées, la non-application du corps des administrateurs scolaires, la question du régime indemnitaire. Et vous le savez très bien, il y a le cabinet MGP Afrique qui avait déjà fait une étude sur la question. Dire également que la question des lenteurs administratives est encore là devant nous. Et ce qui a fait déborder vraiment le vase, c'est l'intimidation, les réquisitions, malheureusement la menace de radiation. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons terminé l'année scolaire l'année dernière. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, lorsqu'on nous invite à un atelier dans un contexte comme celui que je viens d'indiquer... Signaler que le ministre de l'Éducation s'est exprimé à Saly Portudal. Comment? J'ai dit signaler que le ministre de l'Éducation a émis ses propositions à Saly Portudal lors d'un atelier. Tout à fait. Moi, je suis à Saly et dans l'atelier d'ailleurs, j'étais là lorsque le ministre se prononçait. Si j'ai rappelé ce contexte quand même assez lourd, pour vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement des rencontres mensuelles avec le ministre de l'Éducation qui pourront véritablement faire oublier tout ça? Je ne le crois pas. Qu'est-ce qui pourrait faire oublier tout cela alors? Je le précise, Georges. C'est une bonne chose que notre ministre de tutelle puisse nous rencontrer très régulièrement pour qu'on puisse échanger sur ces questions. Mais je considère que c'est des questions qui dépassent largement le seul ministère de l'Éducation. C'est des questions qui nécessitent des actes concrets. Mais Saourou Sène, est-ce que un dialogue permanent ne pourrait pas contribuer à faire de sorte que l'on assiste à une année scolaire sans perturbation? C'est ce que nous souhaitons. Pourvu encore qu'on comprenne qu'il y a toujours à côté de ce discours, ou en tout cas de la théorie, la nécessité de poser des actes concrets. Je crois que c'est bon que le ministre de l'Éducation rencontre régulièrement les acteurs que nous sommes, parce que nous sommes dans le même ministère, c'est lui notre ministre de tutelle, mais à côté de ces rencontres, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut des actes forts. Il faudrait que le gouvernement comprenne qu'aujourd'hui, d'abord par rapport à ce régime indemnitaire, nous ne pouvons plus l'accepter. Il faudrait que le gouvernement comprenne que ce que les enseignants font, c'est-à-dire la grève, ils ne le font pas de gaieté de cœur, mais parce qu'ils sont dans une situation qui ne leur permet pas de faire correctement le travail pour lequel ils ont été recrutés par l'État. Plus clairement, vous voulez plus que des rencontres. Voilà justement. Les rencontres, oui, c'est normal, c'est naturel, c'est pour dépasser les questions de bonne gouvernance, mais des actes forts, c'est des actes concrets qui permettent aux enseignants de se sentir bien dans leur travail et de faire correctement ce travail-là. Et le grand prix du président de la République pour enseignants dans tout cela? Mais nous le saluons parce qu'il peut quand même, on peut permettre un autre regard de l'enseignant. Ça peut susciter même l'effort chez les enseignants, mais je dis le grand prix, ce grand prix-là, nous l'apprécions à sa juste valeur et je crois que personne ne pourrait cracher sur cela. Alors, Saourou Sène, nouveau patron du SAEMS-CUSEMS, vous remplacez Mamadou Lamine Dianté, l'occasion faisant le larron. Une nouvelle ligne du SAEMS-CUSEMS, autre que celle de Mamadou Lamine Dianté? Mais vous savez que la ligne du SAEMS-CUSEMS, c'est la ligne que tracent les responsables du SAEMS et les responsables tirent cette ligne-là à partir de la base. C'est pour vous dire tout simplement que je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous dire que même si je n'ai pas encore fait la passation avec le camarade secrétaire général Mamadou Lamine Dianté, je dois le rappeler, le féliciter devant l'opinion publique sénégalaise pour l'apport qu'il a eu à faire au niveau du monde enseignant et dire tout simplement que j'étais aussi son adjoint et je crois que nous avions toujours partagé, nous avions toujours les mêmes préoccupations, nous étions là pour les enseignants, je continuerai de rester
au service des enseignants. Merci Saourou Sen, secrétaire général du SAEMS-CUSEMS, le nouveau secrétaire général du SAEMS-CUSEMS. Nous tentons toujours d'entrer en contact avec Mohamed Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Nous l'avons perdu au début de Point de vue. Barthélémy Ngom est autour de tout cela pour avoir toujours Mohamed Diagne. L'homme signale qu'il est en ligne. Mohamed Diagne, pas encore en ligne à 12h44. L'on poursuit Point de vue. Si l'on a Mohamed Diagne. Mohamed, vous êtes là. Oui. Voilà, donc je disais que le gouvernement est en train d'honorer des engagements. Pendant ces vacances, on a fait 1000 mises en solde par mois. Des rappels sont en train d'être payés et la formation diplômante dans les CEP est en train d'être terminée. Maintenant, je dis souvent que nous ne pouvons pas faire tout et en même temps. Mais ce qui est important, c'est de nous parler. En tant qu'acteurs du système, nous ne sommes pas des ennemis. De temps en temps, on peut être adversaires. Mais, encore une fois, le ministère n'est pas contre les enseignants. Le président Macky Sall n'est pas contre les enseignants. Nous tous, nous avons été formés par des enseignants. Donc, c'est pourquoi nous voulons valoriser ces enseignants-là de Fongolemi, ces enseignants de Foundiougne, à peu près un peu partout dans le pays et qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, c'est pourquoi nous avons maintenant dit que nous faut être dans la prévention avec une très bonne communication. Nous savons que nous pouvons donc entamer cette année scolaire-là sous de bonnes auspices. Mais vous avez entendu Saourou Sen, nouveau patron du SAEMS-CUSEMS, dire qu'ils veulent plus que des rencontres mensuelles parce que certaines choses dépassent la compétence du ministre de l'Éducation. Oui. Qui ne pourrait pas être réglé dans ces genres de rencontres en tous les cas. C'est un dossier transversal parce que nous sommes ministère utilisateur, la fonction publique recrute et les finances payent, c'est vrai. Donc c'est surtout des considérations financières qui bloquent les négociations. Mais je pense que puisque c'est nous qui les utilisons, je pense que nous pouvons aider dans la médiation entre les autres départements puisque le gouvernement est obligé d'être solidaire. Mais dans tous les cas, ceci est pour moi est très important. Il faut bien qu'on se rende compte parce que souvent vous entendez que oui, le ministre de l'Éducation nationale ferme ses portes, ne nous rencontre pas. Et quand il les rencontre, il dit que bon, ces rencontres ne sont pas. Je pense que ça, il faudrait l'éviter. Dans tous les cas, l'État est dans d'excellentes dispositions pour que l'année scolaire 2016-2017 soit une année scolaire apaisée pour l'intérêt des élèves, mais aussi pour l'intérêt du Sénégal. Merci Mohamed Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Merci également à Saourou Sen, secrétaire général du SAEMS-CUSEMS. C'était Point de vue. Un point météo au cours de cet après-midi allant à la matinée du mercredi. Les localités sud du pays, Ziguinchor, Kédougou, Kolda, Cap Skirring, centre-ouest comme Kaffrine, Kaolack, Mbour, Tambacounda et Fatick et probablement Dakar et Thiès et nord-est comme Podor, Matam seront sujettes à des manifestations pluvieux-orageuses. Le temps chaud va persister sur l'ensemble du pays, notamment sur le nord et nord-est où des températures maximales seront comprises entre 35 et 38 degrés. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants d'intensité faible à modérée seront de secteur sud à sud-ouest sur le pays. C'est la fin de ce grand journal, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. Georges Déthié-Diop. La mutinerie de Rebeuss et les résultats de l'autopsie du corps de Ibrahima Mbow. L'expertise médicale est-elle suffisante pour prendre des sanctions ? Et il s'agit juste d'une phase de l'enquête qui peut prendre du temps au besoin. La trouvaille du Centre national d'état civil pour juguler le problème des pièces d'état civil dans le monde de l'éducation, dans le monde scolaire. Moderniser et équiper les centres d'état civil, former aussi les élus locaux et ça donne déjà des résultats. Le tourisme en question, secteur claudiquant au moment où l'on célèbre la journée mondiale du tourisme. Bakel exige une thérapie de choc. Merci à Mamadou Vincent Diop qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. 13h, le grand journal en Wolof avec Barthélémy Ngom. En attendant, Dialgati Khibar, Dialgati Khibar, Dialgati Khibar, Dialgati Khibar, Dialgati Khibar, Dialgati Khibar.